Écoutez, je remercie à nouveau très vivement les trois intervenants. Et donc, nous avons, disons, une dizaine de minutes, une quinzaine de minutes pour essayer de répondre aux questions de l'assistance, s'il y en a. Il doit y avoir quelques micros qui circulent, je pense. Qu'est-ce que c'est dommage de ne pas suivre plus. Qui souhaite prendre la parole, il suffit de lever la main. Monsieur, Il y a tellement de directions. vous approchez du micro. Oui, bonjour. Bonjour. Vous pouvez enlever votre masque le temps de parler pour qu'on vous entende. Oui. Allô? Voilà. Oui, bonjour. Merci d'avoir fait remonter le général Vous d'armée. enlevez votre masque pour que l'on vous entende. Ma question s'adresse à monsieur le général d'armée. Concrètement, j'ai été un petit peu surpris parce qu'il y a une mission d'exemplarité. Une mission d'exemplarité que vous avez rappelée. Et vous avez parlé, par exemple, de la charte de Venise. Écoutez, excusez-moi. Je pense qu'il faudrait mieux que vous parliez sans micro, ou alors en vous éloignant un peu plus du micro, parce que j'entends rien. Voilà. D'accord. Je voulais, en parlant de la charte de Venise, me permettre une petite remarque que peut-être spontanément d'autres personnes s'auto-censurant ne seraient peut-être pas amenées à porter à votre connaissance. Vous avez donc évoqué ces grands textes concernant la restauration du patrimoine à 3 reprises. La première fois, vous les avez cités, et les 2 autres fois, vous avez mentionné qu'il fallait s'y référer. Or, notamment dans ce que fait la Maison de la Chimie, c'est-à-dire très intéressant au niveau pédagogique, ça m'aurait semblé intéressant que vous permettiez au grand public donc de mémoriser ces noms très très peu connus. Alors ma question est la suivante et concerne la gestion des dons, puisque c'est effectivement quelque chose qui est par chance abondant. Est-ce qu'il est prévu, est-ce que ce ne serait pas à la limite pour le CNRS, qui a aussi des compétences en matière, bien entendu, de sciences humaines, un chantier tout à fait intéressant, pour faire court et être très clair, si on était dans un secteur lucratif, on sait que savoir remonter les marges de telle ou telle façon... Soyez bref, monsieur, s'il vous plaît. Soyez bref. Pouvoir remonter les marges de telle ou telle façon permet de bénéficier d'un grand nombre d'avantages fiscaux. Est-ce que là où on est dans un contexte public, on va veiller par exemple à tout ce qui est coût de gestion de la structure elle-même, qui s'appelle donc l'établissement public que gère Monsieur le Général? Alors, la question est un peu complexe, vous l'avez compris. Donc, à la fois référence aux grands textes structurants, donc normalement les conventions, si j'ai bien compris, de Vienne et de Varsovie, comment vous vous en accommodez d'une certaine manière, et d'autre part, effectivement, par rapport aux dons, est-ce qu'un certain nombre de ces sommes peuvent être utilisées à des fins donc autres que celles de la restructuration, la résurrection du chantier lui-même, c'est-à-dire éventuellement vis-à-vis de la communication en direction d'un certain nombre de publics. Voilà, c'est ce que j'ai compris. Alors moi, je n'ai rien compris. Je n'ai rien compris non, parce monsieur. que c'est une question de sonorisation. C'est une question de sonorisation. La première question, c'est comment je m'accommode des textes. Oui. Je ne m'accommode pas des textes, je respecte les textes. Très bien. Mais ça, c'est une question qui est davantage pour le ministère de la Culture. Il y a eu un débat sur si j'ai bien compris le sens de la question. Oui, en quoi ça vous contraint, je dirais moi personnellement la question, comment ça vous contraint de manière, je dirais, excessive, si je peux m'exprimer ainsi, par rapport aux objectifs qui sont les vôtres, à la fois de restauration, dans les contraintes particulières qui sont celles de l'objectif de restauration, je dirais, dans l'esprit que vous avez évoqué, et en même temps dans le calendrier. Écoutez, je crois que ça a permis, en juillet 2020, de prendre une décision qui est, de permettre à la CNPA, la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, de prendre la décision de donner un avis favorable à la proposition que nous avons faite en accord avec, que l'établissement public, les architectes en chef du monument historique
et aussi des discussions que j'ai pu avoir avec le chef de l'État, de considérer qu'il fallait, conformément à ces textes, reconstruire la cathédrale Notre-Dame de Paris, en tout cas dans son aspect architectural, à l'identique. Donc ce n'est pas une contrainte. À la limite, ça a facilité ma tâche. Souvenez-vous qu'à cette époque, il y avait des tonnes et des tonnes de gens qui avaient des propositions, certaines d'ailleurs très excellentes, d'autres un peu plus burlesques, voire grotesques, de reconstruction, de flèches, d'espaces de coworking au-dessus de la nef, etc., etc. Bref, on a fait l'affaire, on a dit, nous allons reconstruire cette cathédrale à l'identique, ce qui veut dire qu'on retrouvera la silhouette de Notre-Dame de Paris sur l'île de la Cité telle qu'elle était avant l'incendie. Voilà ce que je peux répondre autant que j'ai compris. Madame Magnin, vous voulez ajouter un mot ? Pour préciser ce qu'est la Charte de Venise, parce que je ne suis pas sûre que tout le monde le sache, bon, ça date de 1964 et c'est à la fois un aboutissement et un point de départ, la Charte de Venise. Ça a été rédigé vraiment sous l'influence et avec la France, et c'est d'ailleurs rédigé en français, par des architectes qui se sont réunis à Venise et qui posent comme principe que la restauration d'un édifice doit se faire dans le respect de sa matérialité et dans le respect du dernier état connu. Or, Notre-Dame de Paris l'état de Notre-Dame de Paris, même si nous avons dit les uns et les autres qu'il y avait encore beaucoup à apprendre et beaucoup à connaître, c'est vrai, était quand même plutôt très bien connu. Et justement, un des architectes de l'édifice actuel, un des restaurateurs architectes ACMH, Jérémy Fromont, avait fait un relevé très précis de la charpente de Notre-Dame. Donc on avait une connaissance, et on a une connaissance très précise de l'état de Notre-Dame quand Notre-Dame a brûlé. Et c'est sur ce point de la Charte de Venise que la CNPA s'est effectivement appuyée pour approuver le projet présenté par les architectes en chef et l'établissement public de reconstruction à l'identique. Merci. Le deuxième volet de la question, que je peux élargir un tout petit peu. J'ai bien compris qu'actuellement, vous avez reçu à peu près 845 millions de dons. Donc, ces dons, vous nous avez dit, sont exclusivement destinés à la restauration de la cathédrale. Ils ne sont pas destinés à d'autres activités, je dirais, telles que la recherche, telles que, éventuellement, d'autres aspects. Est-ce que vous pouvez nous confirmer ce point général? Et le deuxième volet de ma question, c'est parmi cette ressource qui vous est aujourd'hui acquise, combien a déjà été consommé en termes d'engagement et combien vous estimez qu'il est encore nécessaire pour aller jusqu'au terme de la restauration que vous avez envisagée? Alors, nous avons récolté 843-844 millions d'euros. Je l'ai dit, c'est le record absolu de la philanthropie en France et en Europe, je crois. Voilà. Cet argent n'est pas le nôtre, il est celui des donateurs. Et cet argent, il vient chez nous dans une construction, comment vous dire, tout à fait extraordinaire. Il est d'abord versé à des fondations du patrimoine pour 25%, Fondation de Notre-Dame pour près de 50%, Fondation de France pour un peu moins de 10%, et Centre national des monuments historiques pour quelques pourcents, 4 ou 5 je crois, quelque chose comme ça, plus des dons directs qui sont faits à l'établissement public. Voilà. Cet argent est donc versé à Bercy. Bercy transforme ça en fonds de concours pour le verser au ministère de la Culture et par le biais d'un comité spécifique de l'établissement public, eh bien, où sont associées évidemment les fondations. Au moment où je fais appel, où l'établissement public fait appel aux fonds nécessaires pour conduire le chantier, eh bien, l'argent nous est donné. Il y a une règle extrêmement, et qu'on nous rappelle avec beaucoup d'insistance, fondation, il doit y avoir une transparence totale vis-à-vis des donateurs sur la manière dont sont utilisés les fonds. Voilà, ça c'est la réponse claire et c'est ce que nous faisons. Alors évidemment, c'est toujours aux frontières que les questions se posent.
Pour revenir directement à votre deuxième question, nous avions prévu de dépenser 165 millions d'euros pour la phase de sécurisation. Nous avons dépensé 151 millions d'euros. Nous ne communiquons pas encore totalement sur le financement de la phase de restauration, car nous devons le faire d'abord en intelligence avec les fondations. Et compte tenu de la sensibilité du sujet, nous voulons que nos abattis soient bien numérotés, nous voulons être ferrés à glace, et donc nous le ferons bien sûr le moment venu. Le moment venu, c'est moi, si je puis dire, qui l'apprécierait. Ce que je peux indiquer, quoi que j'ai pu entendre ici ou là, nous aurons besoin de l'ensemble de cette ressource, de cette collecte, enfin de cette souscription. Alors, il y a évidemment quelques questions de frontières. Vous l'avez dit, madame, cet incendie est aussi l'occasion à la fois de faire des découvertes extraordinaires. Donc, c'est à nous de juger ce qui peut être financé dans le cadre de la reconstruction ou pas. Et c'est aussi l'occasion de restaurer cette cathédrale complètement. Vous comprenez, vous avez vu tout à l'heure, vous avez projeté une photo, je crois que c'est vous, dans les chapelles là où on voit le nettoyage. Ce n'est pas l'incendie qui a fait ça. Est-ce que sous prétexte que ce n'est pas un dégât de l'incendie, nous n'allons pas le faire avec la souscription? Oui, c'est ce genre de détails. On parle des vitraux, les roses de la cathédrale sont totalement intactes, Vous les analysez, vous les étudiez, les maçonneries ont été blanchies, enfin aspirées et nettoyées. Est-ce que sous prétexte que l'incendie n'a pas attaqué, car aucun vitrail n'a été détruit dans l'incendie, aucun vitrail. Est-ce qu'on va, avec les échafaudages qui sont là, sous prétexte que ça n'a pas été touché par l'incendie, ne pas nettoyer les roses? Si vous me permettiez une expression militaire, nous serions les rois des cons. Donc, il faut faire en sorte que les règles soient respectées, et je suis convaincu d'ailleurs que les donateurs eux-mêmes seraient les premiers à ne pas comprendre que nous ne fassions pas une restauration complète de la cathédrale. Est-ce que j'ai répondu? Parfaitement, mon général. Et nous retenons votre expression militaire. Donc, il y a la place pour une question encore. Est-ce que quelqu'un a une question particulière? Oui, il y a une personne là, ici. Est-ce que vous pouvez vous avancer devant le micro? Vous vous tenez à bonne distance du micro pour qu'il n'y ait pas d'effet d'écho. Bonjour, Alain Thuillier, président du comité chimie, ingénieur et scientifique de France. C'est une question que j'avais posée immédiatement après l'incendie de Notre-Dame. On a vécu plusieurs incendies, à savoir Lunéville, Rennes, Notre-Dame. Et ma question s'adressera plutôt à M. Liévaux. Est-il prévu, comme le général Georgelin nous l'a signalé, d'augmenter la protection incendie par des systèmes automatiques dans l'ensemble des monuments historiques, par brumisateur, par CO2 ou au moins par des RIA, comme on a dans les établissements industriels ou recevant du public. Merci, monsieur, pour cette question précise et très claire. Monsieur Liévaux. Alors, le ministère de la Culture, bien entendu, s'est préoccupé très fortement de la question du risque incendie dans les monuments, a mis en place un plan sécurité incendie qui a pour mission de faire l'état des lieux des grands monuments, en commençant par les cathédrales. Alors, non pas que le sujet n'était pas traité auparavant, mais là, il l'est encore plus spécifiquement. Et il y a pour cela d'ailleurs des spécialistes au sein du ministère de la Culture des questions de sécurité et de sûreté qui font un diagnostic et qui ensuite font des préconisations, la situation étant très différente d'un monument à l'autre. Donc les solutions ne peuvent pas être d'une manière homogène appliquées à l'ensemble des monuments comme vous pouvez l'imaginer. Donc tous les dispositifs existants sont envisagés pour répondre au mieux à cette question de la sécurité incendie.
Merci beaucoup aux trois intervenants. Extrêmement heureux de vous avoir entendu.